Qu'est-ce qu'un précédent? C'est un argument qui repose sur l'identité de deux cas. Par exemple, si un juge a décidé que des termites dans les poutres d'un immeuble vendu étaient un vice caché, il devra décider la même chose s'il fait face à une nouvelle affaire semblable de termites cachés dans les poutres d'un autre immeuble. Parce que les deux cas sont semblables, la solution doit être identique. La solution dans le cas antérieur, donc la solution dans le cas précédent, est reproduite dans le cas suivant. En généralisant, on peut dire que le précédent revient à traiter les cas semblables de façon identique, ce que l'on appelle la règle formelle de justice. En réalité, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que, en disant cela, on ne comprend plus la différence entre le précédent et la règle formelle de justice. N'est-ce pas alors une seule et même chose? En effet, si traiter les cas semblables de façon identique revient à appliquer un précédent, alors les deux expressions sont simplement synonymes. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a une subtilité. Il y a une subtilité parce qu'il faut distinguer entre le précédent comme argument et le précédent comme principe de raisonnement. Comme argument, le précédent consiste à considérer que deux cas sont semblables et donc que la même solution doit s'appliquer, c'est l'exemple des termites. Comme principe de raisonnement, le précédent consiste à respecter toute décision antérieure dans une même situation. Prenons un exemple. Si un juge décide que l'adultère est une faute justifiant le divorce, il devra décider dans une autre affaire de divorce que l'adultère est également une faute. Ici, le juge use à la fois du précédent comme argument et comme principe de raisonnement. Il en use comme argument parce que les deux situations de fait peuvent être traitées comme un même cas d'adultère. Mais il use aussi du précédent comme principe de raisonnement parce que l'adultère a déjà été jugé comme étant une faute pouvant justifier le divorce, et de cette façon, le juge traite les cas semblables de façon identique. Essayons de bien comprendre cette différence avec un autre exemple. Admettons que le juge ait pris sa décision non pas au regard des faits, par exemple au regard des termites cachés dans les poutres ou de l'adultère, et ne cherchez pas, il n'y a aucun rapport entre les deux, mais que le juge ait plutôt pris sa décision au regard d'une définition. Ce n'est donc plus un argument par cas, et donc par précédent, qu'il a utilisé, mais bien un argument fondé sur une définition. La subtilité est que le juge devra respecter la définition qu'il a donnée pour tous les litiges futurs, et donc il applique cette fois le précédent en tant que principe de raisonnement, sans néanmoins utiliser l'argument du précédent. Vous trouvez ça compliqué? Ce n'est pas si compliqué que cela. Essayons d'y voir plus clair en nous concentrant cette fois sur le précédent comme principe de raisonnement. Admettons qu'un juge donne une définition d'un terme présent dans la loi. Eh bien, s'il le fait, il devra respecter cette définition dans tous les litiges futurs. Par exemple, l'activité artisanale a été définie en jurisprudence par la prépondérance du travail manuel et personnel de l'exploitant. Cette définition sera ensuite appliquée chaque fois que la question de la qualification de l'activité artisanale se pose. Et on le voit, le juge appliquera alors le précédent au sens où il a respecté une décision antérieure et donc au sens de principe de raisonnement. Pour le dire plus simplement, son raisonnement est bien fondé sur le précédent, mais non son argumentation, car elle repose sur une définition et non sur un cas. Mais attendez, ce n'est pas fini, il faut encore éviter une dernière confusion. Le précédent comme argument ne doit pas être confondu avec le précédent comme source du droit. En effet, dans les pays de common law comme l'Angleterre, les États-Unis ou l'Australie, le précédent est une source du droit. On parle alors de binding precedent, c'est-à-dire de précédent obligatoire. Dans ces pays, on appelle le précédent comme principe de raisonnement stare decisis, qui vient du latin et qui veut dire rester sur sa décision. Il s'agit donc de respecter les décisions antérieures. En revanche, en France, qui est un pays de droit romano-germanique, encore appelé pays de droit écrit ou de civil law, c'est la loi qui est la source du droit de référence et non la jurisprudence. Mais bien sûr, cela n'empêche pas que les deux systèmes juridiques
use du précédent à la fois comme principe de raisonnement et bien sûr, parfois, comme argument. Alors, résumons-nous. Le précédent peut vouloir dire trois choses. Premièrement, c'est un argument qui se fonde sur l'identité de deux cas, c'est-à-dire de deux situations de fait qui sont semblables. Deuxièmement, c'est un principe de raisonnement, où il s'agit de respecter les décisions passées. Il n'y a alors pas de différence avec la règle formelle de justice, à savoir traiter les cas semblables de façon identique. Troisièmement, le précédent est une source du droit dans les pays de common law, où le droit est essentiellement d'origine jurisprudentielle. Désormais, vous ne confondrez plus ces trois éléments. Vous voulez en savoir plus? Savoir si le précédent est une règle? Savoir comment on réfute un précédent? Savoir faire la différence entre les précédents fondés sur des arrêts d'espèce et des arrêts de principe? Eh bien, tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique, dont les références sont dans la description.